Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les métiers cachés du cinéma où je reçois Sacha Guillaume qui est directeur de production. Bonjour Sacha et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Alors, Sacha Guillaume, 51 ans, directeur de production. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est la personne qui est, pour faire court, en charge du budget, en charge de la fabrication du film, d'engager les équipes, les techniciens, les comédiens, et d'accompagner le réalisateur. C'est le représentant de la production, c'est le représentant du producteur ou de la productrice. Ok. Et pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans ta profession ? Les compétences, je dirais qu'il faut être pas trop mauvais en calcul. Non, c'est-à-dire que les compétences, en fait, pour faire directeur de production, on peut arriver par plein de biais différents. Il y a un chemin assez classique qui est de commencer régisseur, de gravir les échelons, de devenir régisseur adjoint, régisseur général. Et puis au bout d'un certain temps, quand on a fait suffisamment de tournage et qu'on se sent confiant, c'est de chercher à devenir directeur de production. Parce qu'à la régie, on a une vue d'ensemble sur la fabrication du tournage, l'organisation, la logistique, comment réunir tout ce petit monde pour faire des images et du son. Donc une fois qu'on sait faire ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a savoir le chiffrer. Et en régie, il y a une partie de ça qui consiste à qui consiste à négocier les décors, qui consiste à évaluer combien d'emplacements il faudra, combien de véhicules, de quoi chaque département va avoir besoin pour que la journée de tournage fonctionne. Donc c'est déjà un très bon point de vue. Il y a aussi des directeurs de production qui arrivent par la mise en scène, c'est-à-dire des assistants, réalisateurs, qui gravissent les échelons, qui sont troisième, second, premier, et quand ils sont arrivés premiers, qui ont envie d'évoluer. Et certains d'entre eux passent directeur de production. Donc là, c'est encore un autre chemin parce que le premier assistant, il doit faire le plan de travail. Il doit définir comment on va réussir à rentrer toutes les séquences avec tous les comédiens, à raconter tout le film dans un temps donné. C'est un très bon point de vue et c'est un très bon chemin, moi je trouve, pour faire un bon directeur de production parce que un premier assistant, c'est normalement quelqu'un qui sait gérer le temps et qui sait en combien de temps on va fabriquer le film, les images, combien de minutes on va rentrer par jour, comment on va réussir à traduire ce qui est du scénario en un film. Et après, il y a toujours cette histoire de basculer vers les chiffres. Donc du coup, après, de savoir évaluer ce que représentent les journées de tournage, combien coûte un comédien connu, un comédien pas connu, un figurant, des animaux, s'il y a des cascadeurs, s'il y a des effets, s'il y a de la fumée, s'il y a de la pluie. Le mettre sur une grille, sur un tableau Excel, pour déterminer le temps qu'il faut, ça c'est une chose. Et ensuite, il y a une autre étape qui est de le chiffrer. Et bien souvent, quand on est directeur de prod, les producteurs nous demandent de faire un chiffrage ou une estimation d'un scénario. Donc, ils m'appellent en me disant voilà, j'ai le projet de faire ce film, j'aimerais savoir combien ça coûte. Donc, bien souvent, on demande à ce qu'un premier assistant ou une première assistante nous fasse un plan de travail sur la base du scénario, en le lisant et en discutant avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et de cette grille, ça va nous permettre de déterminer le temps nécessaire et les gens dont on va avoir besoin pour pouvoir fabriquer le film. De là, on va le chiffrer.
En fait, il peut ne pas se passer grand-chose, mais que le film coûte quand même assez cher, parce que même s'il ne se passe pas grand-chose, ça peut être filmé, où il peut y avoir des grandes envies. Ah bah on peut se dire que on pourrait, tu vois, se dire que ça se tourne dans cette pièce avec vue sur la porte Saint-Denis et le trafic parisien, et le réalisateur peut te dire mais en fait moi je veux tourner en studio. Donc j'aimerais qu'on reconstruise cette pièce, et puis la perspective qui est derrière, soit c'est une toile peinte, soit ça va être une partie de construction de la déco en extérieur. Peut-être il va demander à ce qu'on reconstruise la rue. Là, c'est complètement fou. Ou alors, ça pourrait être un mur LED. C'est pas forcément moins cher, tu vois. Et ça peut être de tout et rien. Et puis qui va incarner le personnage? Est-ce que ça va être un comédien ou une comédienne connue, ou est-ce que ça va être personne? Et donc tous ces éléments-là vont amener le chiffre du budget à un autre endroit. Donc le producteur te donne le scénario, tu le lis, tu fais un dépouillement. T'estimes le nombre de décors, le nombre de personnages, le nombre de figurants, le nombre d'animaux, tu détailles tout, voilà. Et puis après, le réalisateur te donne une couleur, et après tu vois avec chaque chef de département, dans l'idéal, et tu te mets à chiffrer. Après aussi, bien souvent, le producteur, il vient te voir, il t'appelle, et il dit, voilà, c'est ce scénario-là, ce réalisateur qui n'a fait aucun film, c'est son premier long métrage. Je pense qu'on peut, comme il y a quand même deux comédiens un petit peu connus, j'espère qu'on va avoir 2 millions, 2,5 millions, tu vois. Et donc il y a aussi cette réflexion d'évaluer les choses en essayant de tenir compte dans quel cadre on le fait. Parce que sinon on peut prendre, comme je te disais tout à l'heure, faire l'exercice de chiffrer à l'idéal, et donc de se couvrir et de se mettre des provisions à tous les endroits où c'est marqué soir. En fait, c'est ni le jour ni la nuit. Le ciel, il faudrait qu'il soit un peu bleu, mais pas trop foncé. Et donc en fait, si tu dois tourner comme ça et qu'on voit la lumière du jour, en fait, t'as 2 heures tous les jours. Il faut tourner 8 heures par jour. Donc ça arrive souvent en fait dans les scénarios que t'es tout d'un coup plein d'indications, où ce soit marqué soir ou aube, et tu lis c'est une scène de dialogue qui fait 3 pages, et c'est marqué aube. Et donc comment tu tiens l'aube sur 3 pages, tu vois, ça va être une journée de tournage facilement. C'est pas possible, ça va durer 2 heures. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse un petit peu tous les jours, ou alors est-ce qu'on le tourne en studio, et donc on a un mur LED et on a filmé des extérieurs, du soleil couchant, et on a cette lumière parfaite, et donc on va tourner 8 heures par jour avec la lumière impeccable du mur LED en studio, mais c'est un budget, c'est un coût. Et puis, faut voir ce que ça rend. Parce que même si c'est un rendu assez incroyable aujourd'hui et que c'est vraiment bluffant, tu vas avoir des réalisateurs qui disent bah oui, mais c'est pas authentique. Donc t'as tous ces petits détails en fait qui vraiment peuvent t'emmener à plein d'endroits différents. Et du coup, il y a beaucoup de compétences et de facteurs humains aussi, mine de rien. Ouais, il y a beaucoup d'humains. Il y a énormément d'humains. Parce que bien souvent, le problème qu'on va t'exposer, c'est quelque chose qui va pouvoir se régler simplement en discutant, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut raconter, et comment on veut le faire. Donc c'est vraiment un job de bien souvent aller chercher le réalisateur en lui disant mais en fait ce truc-là, je comprends pas, en fait c'est didascalie de 3 lignes où il dit que je sais pas quoi, il fait tel truc, il traverse le boulevard au milieu des voitures, mais en fait on le tourne comment ce truc?
Tu vois, et d'en parler avec le chef opérateur et d'aller voir le chef opérateur et de lui dire mais en fait t'as parlé avec le réalisateur, vous êtes d'accord de ah non ça c'était pas très clair de comment on le faisait, d'accord, mais alors peut-être ce serait super qu'on se voit tous les trois pour se dire comment on va le faire, enfin tous les quatre avec l'assistant mise en scène et de dire bah oui on n'avait pas encore évoqué le truc, mais alors il traverse, oui mais j'aimerais bien qu'il traverse et qu'il soit au milieu du trafic, d'accord, mais donc il y a des voitures qui passent, ouais mais c'est super dangereux. Il peut pas traverser au feu rouge, dans les clous, quand le petit bonhomme est vert. Ah bah non, c'est pas du tout pareil, il est super en retard, il est extrêmement stressé, il faut absolument qu'il passe entre les voitures, c'est super important pour lui. D'accord, mais alors donc en fait il faut qu'on contrôle faut qu'on contrôle le flux des voitures, parce que soit on le fait comme ça, c'est-à-dire, et en plus le réalisateur va sûrement te dire qu'il va avoir envie que la caméra suive et soit derrière lui, donc on va faire traverser un comédien avec derrière un chef opérateur avec la caméra sur l'épaule, accompagné d'un machiniste qui va le tenir et l'aider, plus le perchman qui va courir avec sa perche, peut-être de la lumière en plus, avec un électricien qui tiendrait une perche, et tout ce petit monde traverserait au milieu de la circulation de voitures qu'on maîtrise pas. C'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Donc ça veut dire que tout d'un coup il faut maîtriser la rue. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les voitures. Donc ça veut dire qu'il faut des conducteurs de précision, donc des gens qui savent conduire les voitures, et il faut une chorégraphie de comment le personnage va simplement traverser la rue. Et toi, tu as simplement lu « Il traverse le carrefour » et tu t'es dit bon, « C'est quand même pas très compliqué, il va traverser le carrefour. » Et si tu es en face d'un réalisateur ou d'une réalisatrice dont c'est le premier long métrage et que tu vas lui expliquer comme ça, après ça peut être... Tu peux te retrouver face à quelqu'un qui va te dire ok, je comprends, c'est trop risqué, j'avais rêvé de ce plan comme ça, mais en fait c'est pas possible, je comprends les risques et je laisse tomber, il traversera dans les clous quand le feu sera vert. Mais tu peux te retrouver aussi en face de quelqu'un qui va te dire bah non, mais moi je suis désolé, en fait c'est la scène la plus importante du film. Donc bien souvent on te dit que c'est la scène la plus importante du film, chaque scène. Donc il va falloir absolument trouver une solution, il va falloir le tourner, et moi ça m'est déjà arrivé, des réalisateurs ou des réalisatrices qui m'ont dit vous avez tous lu le scénario, c'est écrit comme ça, il traverse le boulevard au milieu de la circulation, du flux de voitures, enfin tu vois, un truc qui vraiment te dit oui, il traverse. Donc qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? C'est comme ça que c'est écrit, donc c'est comme ça qu'on va le tourner, le producteur a acheté le scénario, donc il est tout à fait au courant. Donc je suis désolé, mais en fait il faut la tourner cette scène. Je ne sais pas comment on va faire techniquement, vous êtes mes partenaires techniques, à vous de me faire des propositions. Et très vite tu peux te retrouver dans cette conversation où tout d'un coup tu vas dire oui mais là on n'a pas le budget pour faire ça. Il y a un risque et c'est dangereux. Donc moi, directeur de production responsable de l'hygiène et de la sécurité, je peux pas laisser des gens prendre des risques. Et donc on va réfléchir avec toutes les personnes que ça implique de comment on pourrait faire pour essayer de trouver une solution qui pourrait convenir et à la mise en scène et à la production sans mettre les gens en danger. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le métier que tu fais actuellement et même vers le cinéma en général ? Alors moi c'est un petit peu par hasard parce que dans mon parcours j'ai fait une école hôtelière au départ. J'ai fait cuisine, pâtisserie et après j'ai poursuivi parce que mes parents me disaient qu'il fallait absolument que j'essaye de faire un minimum des études pour m'en sortir. Donc comme j'avais commencé avec cette école hôtelière, j'ai un petit peu poursuivi, j'ai passé le bac et puis en fait ça m'a emmené en BTS et je commençais à faire des courts-métrages avec des copains, mais je savais franchement pas ce que je voulais faire. Et puis après j'ai fait une maîtrise qui devait être appliquée à l'hôtellerie, mais j'ai réussi à glisser vers la gestion financière parce que les chiffres m'intéressaient. Et après j'ai fait un DESS de gestion des entreprises parce que tant que j'y étais, pourquoi pas. Et j'ai commencé à faire des stages en entreprise. Et moi, je viens d'une famille de comédiens, donc le théâtre m'intéressait, mais j'étais plus attiré par le cinéma et ça me fascinait. Et j'avais assez envie de m'approcher de ça. Et j'étais assez fasciné par les producteurs.
par leur capacité à croire en une histoire, à rencontrer, aller chercher des talents, trouver des réalisateurs, porter une histoire, aller la défendre, monter un casting, trouver un financement. Et je me demandais comment on faisait. Et donc j'ai essayé d'approcher ça. Et donc j'ai commencé par des stages auprès d'un producteur qui faisait un long métrage, mais qui avait aussi une agence d'affichage, qui faisait des affiches de films. Et je suis arrivé par ce biais-là, donc en terminant mes études, en sachant pas trop bien ce que je voulais faire, en étant attiré par la production et en rencontrant un directeur de production qui, lui, avait fait plein de films, avait énormément d'expérience, avait beaucoup tourné à l'étranger. Et donc j'avais envie d'apprendre et de comprendre, et en même temps de faire des courts-métrages avec des copains à côté, pour essayer d'un côté de se dire on va faire un film comme on peut imaginer le faire, en bricolant avec une caméra, un peu de son, 3 costumes et un décor, et en même temps en me disant c'est une industrie, et donc j'aimerais approcher et rentrer dans cette industrie. Et donc j'ai fait le chemin un peu comme ça, plutôt en travaillant avec des producteurs et des directeurs de production, et puis ensuite au fur et à mesure en arrivant là-dedans et en saisissant les opportunités qu'on me proposait d'être directeur de prod. Alors, en commençant d'abord par du coup être assistant de production, comme tu as dit. Ouais, complètement. Ouais, j'étais assistant d'un directeur de prod qui s'appelle Bernard Laurin, qui est à la retraite maintenant, qui a une assez belle filmo, qui avait beaucoup tourné à l'étranger, qui était vraiment un directeur de production à l'ancienne, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, il tapait pas sur un ordinateur, il faisait cette vie sur du papier millimétré. Il faisait lui-même un premier plan de travail, et il faisait les films du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que il rencontrait un producteur qui lui donnait un scénario, qui lui disait bah voilà, on voudrait faire tel film avec tel réalisateur, tel casting. Le producteur trouvait l'argent, lui prenait le film et il partait 1 an et demi avec. C'est-à-dire qu'il le mettait en préparation, il engageait tout le monde, il faisait le tournage, mais il suivait aussi la post-production. Et vraiment, il livrait le film au producteur à la fin. Et il connaissait toutes les étapes de la fabrication. Il avait un sacré caractère. C'était pas évident de suivre. Il expliquait pas forcément tout. Mais il savait comment travailler chaque département. Et il connaissait énormément de techniciens et il savait monter une équipe. C'est-à-dire qu'en fonction d'un scénario, en fonction d'un réalisateur, il savait vers qui se tourner, vers quel chef opérateur, quel chef décorateur. Enfin, voilà. Et il avait cette espèce de carnet d'adresses, de à la fois savoir comment on fabrique un film. Lui-même avait été régisseur avant, lui-même avait été un peu assistant. Et de vraiment savoir comment on le fabrique et de savoir quel est le travail de chaque département. Et du coup, aujourd'hui, pour être directeur ou directrice de production, est-ce qu'il y a des études ou c'est comme tu as dit, c'est une évolution en passant d'abord par soit la régie, soit l'assistanat à la réalisation ? Après, il n'y a pas de formation, enfin, il n'y a pas d'école de directeur de production. Il y a des écoles pour faire du cinéma, comme la FEMIS, comme Louis Lumière, comme 3IS, des écoles publiques, des écoles privées. Et après, la meilleure école pour être directeur de production, c'est de travailler sur les tournages. Mais vraiment, il faut avoir la connaissance du plateau. Enfin, je pense, profondément. On est obligé de gravir les échelons. Moi, c'était un petit peu différent, mais je trouve que les très bons directeurs de production sont bien souvent des anciens régisseurs généraux ou des anciens premiers assistants. Et du coup, toi qui es dans ce milieu depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton évolution professionnelle ? En effet, tu as commencé du coup, comme tu as dit, assistant de production, mais entre ça et directeur de production, je suppose qu'il y a peut-être eu plusieurs choses. Il y a eu, quand je bricolais des courts-métrages, et après que j'étais assistant de ce directeur de prod,
Il y a un moment, on m'a proposé donc de bosser sur des documentaires qui étaient des documentaires en copro à l'international, donc bien souvent 3 pays avec destinés à être aussi bien diffusés en Europe qu'en Amérique du Nord, donc parfois avec des interviews de gens étrangers, américains ou australiens. Donc il y avait une espèce de croisement en termes de production, c'était intéressant. Parce que par exemple, le réalisateur pouvait être américain, et puis on allait faire un sujet en Égypte. Et puis on faisait une copro entre les États-Unis, la France, et puis un autre pays. Et il fallait organiser le tournage avec une partie de tournage en Égypte, une partie de tournage avec des interviews en Europe, et puis des interviews en Amérique du Nord. Il y avait une série documentaire sur la marche, donc il fallait que j'envoie, c'était juste des gens qui marchaient, qui faisaient du trek. Donc j'ai envoyé des gens marcher sur le Machu Picchu, j'ai envoyé des gens marcher dans le Grand Nord, j'ai envoyé quelqu'un marcher au fin fond du Grand Canyon, mais moi j'y allais pas. Donc du coup c'était un peu surréaliste, c'est-à-dire que je me retrouvais à faire des recherches sur internet, et pour aller tourner par exemple dans le Grand Canyon, il faut s'entendre avec les rangers, les gardes forestiers locaux en amont. Et pour aller tourner là-bas, il faut réserver 6 mois à l'avance, parce qu'il y a plein de gens qui viennent. C'est extrêmement prisé. Et donc je me retrouvais à communiquer avec un garde forestier américain en anglais, je l'appelais. Et quand tu les appelles pour organiser et faire une demande d'autorisation de tournage, d'abord il faut donner ton numéro de carte de crédit. Puis après, eux, ils déclenchent un minuteur. Et le temps que je fasse mes demandes, je crois que c'était $75 de l'heure. Le temps était payé, le temps était compté, et il me facturait à la fin. Donc au début, il me disait « Préparez bien vos questions ». Je dis « Bah ouais, mais là je suis en train d'organiser un parcours pour vous dire où est-ce que va aller mon équipe de 4 personnes pour aller filmer une fleur au fin fond du canyon, si elle est là en cette saison. » Et j'y avais jamais été. Et en fait, là, c'était vraiment un boulot de logistique et de régisseur. S'il y avait eu l'argent, il aurait fallu aller sur place, voir, repérer. Mais là, je pouvais pas, donc j'étais avec Google Earth et je me baladais. Et je regardais sur le site du Grand Canyon et j'étais obligé de décrire et imaginer ce que le mec allait faire heure par heure pour qu'il puisse avoir un dossier complet pour pouvoir justifier qu'il ait bien les autorisations pour savoir là où il se retrouvait. Donc ça, c'était assez génial parce que c'était vraiment de la logistique et je pense que ça m'a fait apprendre beaucoup de choses en termes de logistique et d'organisation, puisque moi j'avais pas fait de régie. Et donc du coup je devais aussi accueillir des équipes de tournage qui venaient de l'étranger. Et parfois on faisait des docu-fictions, c'est-à-dire qu'on faisait des documentaires d'époque. Et en même temps c'était pas très lourd, c'était pas très gros, c'était pas des gros budgets. Donc c'était quelque chose qui venait compléter un élément qui me manquait. C'est-à-dire que moi, je venais des courts-métrages et de la bricole, assistant de prod et sur des films où il n'y a pas assez d'argent, et on commençait à me donner des documentaires plutôt bien financés et des copros internationales, souvent en anglais, et au fur et à mesure avec des parties de recréation. Ce qui fait que je commençais à voir de mieux en mieux comment, je commençais à avoir une vision d'ensemble un peu plus claire sur la fabrication d'un tournage, je pense. Enfin, ça venait compléter toutes mes connaissances, parce que, encore une fois, j'avais pas fait le truc classique en étant véritablement sur un plateau avec une équipe complète. Ça, je l'avais assez peu vécu, en fait. Et du coup, juste après ça, après tous ces documentaires qui t'ont fait monter un peu en puissance dans ce métier, t'es passé directement de assistant de production sur de la fiction à directement directeur de production. À un moment, moi, j'ai dit que je voulais être directeur de production. Donc, je faisais ces petits courts-métrages. En documentaire, j'étais directeur de prod. Je commençais à faire un peu de docu-fiction. Et puis, il y a j'ai fait un moyen métrage avec une réalisatrice qui s'appelle Elsa Amiel. On a tourné à Budapest. Et ça s'appelait Ailleurs seulement.
Et à l'issue de ça, par le biais de la réalisatrice, par le biais d'Elsa, j'ai rencontré une productrice qui s'appelle Yael Fogiel au Film du Poisson, et qui, on va dire, m'a donné l'opportunité de faire, on va dire, le premier film comme directeur de prod, qui était un petit film d'auteur, d'un réalisateur israélien, avec une équipe technique française, mais un petit film d'auteur assez simple, en province, pas très compliqué. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier. Ouais, vraiment. Et du coup, depuis ce premier court-métrage... long-métrage. Moyen long-métrage, pardon. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant ? Oui. Oui, ça a évolué. Oui, parce qu'il s'est passé pas mal d'événements, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, la convention collective n'était pas étendue. C'est-à-dire que on faisait un film, et puis en fonction du budget, on disait aux gens, vous êtes payés au tarif. Ou alors on négociait avec les gens en leur disant, en fait, on est sous-financé, donc ça va être un film. À l'époque, on disait un film à moins 10, un film à moins 15, un film à moins 20. À l'époque, moi, j'avais pas la chance de pouvoir travailler sur des films à plus 10. Mais ça marchait dans les deux sens. Mais sur l'économie des films d'auteur, on était plutôt dans ce sens-là. Et les heures supplémentaires, par exemple, étaient quelque chose qui se négociait, qui se discutait même avec chaque département. C'était pas forcément, on ne payait pas forcément les mêmes heures en fonction des uns et des autres. Et donc, je suis arrivé dans quelque chose qui était, on va dire, du gré à gré. C'est-à-dire que le travail du directeur de production, c'était de fabriquer le film, et il devait négocier un peu avec tout le monde. Il négociait aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les techniciens, qu'avec les agents pour les cachets des comédiens. Et donc, il y avait un gros taf de négociation pour s'entendre avec tout le monde. Ou on pouvait très bien aussi dire, voilà, j'ai fait un budget pour que tous les gens soient payés au tarif, point barre, et tout le monde va être payé comme ça, et les heures supplémentaires, on fera comme ça. Et définir un cadre, ce qui est le boulot du directeur de prod. Et donc, moi, j'ai vu la convention collective s'étendre, c'est-à-dire avec des grilles de salaire et des barèmes qui, du coup, doivent être appliqués. Et différents types... il y a 3 types de grilles en fonction des économies des films. C'est-à-dire que les films à moins de 3 millions en termes de fabrication se font, comme on dit, à l'annexe 3, c'est-à-dire que c'est une annexe à la convention collective où la grille de tarifs des techniciens est inférieure. Il y a le minimum syndical et on peut être à moins 10, à moins 15, à moins 20, à moins 30 en fonction des départements. Ceux qui ont la plus grosse décote, on va dire, sont les postes les plus importants, les cadres, les chefs de poste. Et les autres en ont aussi, mais moindres. Et les tout petits postes, les auxiliaires, n'ont pas de décote. Donc par exemple, il y a eu ça qui s'est passé. Donc il y a eu un vrai changement. Il y a eu aussi le fait que je crois que ça s'est beaucoup plus organisé, en tout cas beaucoup plus professionnalisé. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus artisanal qui existe toujours, mais ça a toujours été une industrie, mais j'ai l'impression que ça s'est vraiment beaucoup plus cadré, organisé, réglementé dans le travail, dans la manière dont on paye les gens, dans la manière dont on fait les choses, et que les choses soient de plus en plus claires, transparentes et lisibles sur comment on les fabrique. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très récent, qui sont les coordinateurs ou coordinatrices d'intimité. Et ça, entre par exemple aujourd'hui et il y a 2 ans, déjà, ça a énormément évolué. Il y a 4 ans, voilà, avant même, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de coordinateur d'intimité. Il y avait une scène d'intimité. Le réalisateur se disait, ok, voilà, je vais en parler aux comédiens. Les comédiens n'étaient pas forcément à l'aise avec ça. Les techniciens, on n'en parlait même pas à l'époque, mais peut-être qu'ils n'étaient pas à l'aise non plus. Et on se posait pas les questions comme ça. On se disait, ok, on va faire la scène.
et le réalisateur voudrait que ça se fasse comme ça. Et les ressentis ou les émotions ou la gêne occasionnée, il n'était pas question. Donc ça a énormément évolué et je trouve que c'est assez formidable parce que maintenant c'est quelque chose qui est chorégraphié, les scènes d'intimité. Et ça devient finalement comme une cascade. Quand on tourne une cascade, on dit pas au comédien tu vas te faire renverser par une voiture, mais ça va aller, t'inquiète pas. Maintenant, quand on fait une scène comme ça, on dit au comédien on va prendre une doublure, parce que quand même, tu vas pas te faire renverser par la voiture, ce serait dommage. Et puis, on va prendre quelqu'un qui va conduire la voiture et qui sait conduire la voiture. Et puis toi, en fait, tu seras juste après, quand t'es par terre, tu vois, que tu t'es fait renverser. Ça, on le fait depuis très longtemps et on s'est jamais posé la question et ça nous semblait évident. Les scènes d'intimité, c'est une cascade aussi. De dire à un comédien ou une comédienne, en fait, tu vas monter sur ses genoux et puis en fait, tu vas te déshabiller et vous allez vous embrasser et puis il faut que ce soit vraiment torride. Il faut déjà lire la scène, que tout le monde soit d'accord, que le réalisateur raconte ou la réalisatrice comment elle voit la scène, que les comédiens se sentent OK avec ça, que la coordinatrice ou coordinateur le note, vérifie que toutes les parties sont bien OK, et on peut ne pas être OK même au dernier moment. Et on se raconte comment on va le faire. Et puis on peut dire aussi qu'on va faire un plateau fermé, qu'on réduit le nombre de personnes présentes. Et comment on le chorégraphie. Et comment finalement, c'est une scène qui est écrite dans le scénario et tout le monde est prévenu et tout le monde est OK. Est-ce qu'il y a besoin d'une doublure ou pas ? Est-ce qu'il y a besoin de masquer, de cacher des choses ou pas ? Et du coup, c'est moins... c'est du travail. Donc, ça n'a plus le côté sulfureux que ça pouvait avoir de se dire « Oula, la comédienne va être nue. Oula, le comédien va être nu. Oulala, ils s'embrassent ce soir. » Enfin, il n'est plus question de ça. C'est OK, c'est écrit comme ça. Ça doit dégager quelque chose. Ça peut être extrêmement érotique, fort, intense, mais les gens qui la fabriquent sont OK sur la manière de le fabriquer et de le raconter. Et c'est un énorme changement, par exemple. Donc ça, par exemple, c'est un truc important, mais de manière générale, j'ai l'impression que on est de plus en plus attentif à comment être clair et transparent sur comment on fabrique les choses. Tu as travaillé sur plus de 50 projets, dont des films comme Acide de Juste Philippot, Mustang de Denise Gamsé-Erguzen, ou encore la série Oussekine. Comment est-ce que tu abordes des projets aussi différents ? En fait, c'est des rencontres. C'est-à-dire que sur Mustang, j'ai le chef opérateur qui est en tournage en Turquie, qui m'appelle et qui me dit « Il n'y a pas de directeur de prod. Le directeur de prod qui devait faire le film n'est pas là. Mais physiquement, il n'y a personne. Est-ce que tu peux me filer un coup de main ?» Donc je dis « Oui, si tu veux. Donne mon numéro au producteur. » Le producteur m'appelle, il me dit « Voilà, il y a cette situation-là. J'ai besoin de quelqu'un. » Il y avait quelqu'un sur place pour aider, mais il fallait cadrer. Donc j'ai remis, on va dire, les choses dans un cadre pour que ça fonctionne et que le film se passe bien. Sur Oussekine, c'est assez rigolo. C'est chez le producteur exécutif chez UGC qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, on a ce tournage qui est en cours. Il y a 3 jours de tournage au Maroc. On a tellement de travail en France, il faut quelqu'un pour l'organiser. Est-ce que ça t'intéresse ? Et moi, je trouvais ça génial d'avoir une mission pour simplement organiser 3 jours de tournage d'une grosse fiction sur une série époque. Et donc, encore une fois, c'est parce qu'on a repassé mon numéro de téléphone et les gens se sont appelés et dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà tourné au Maroc, qui serait prêt à y aller ?» Et nanana. Et hop, je me suis retrouvé là-dessus. Acide, c'est encore un autre truc différent. C'est sur Acide, j'ai vu passer... Moi, je suis membre de l'ADP, l'association des directeurs de production. J'ai vu passer une annonce, on cherchait un directeur de prod. Je me suis proposé. J'ai passé un entretien avec le producteur. J'ai passé un entretien avec le réalisateur. J'ai vu ses films. J'ai vu ses courts-métrages. Et j'ai vu La Nuée. Et je lui ai dit, ok, je veux faire ton film.
Et j'ai dit au producteur, je veux le faire. Enfin, après, c'est vous qui décidez, hein, bien sûr. Mais je veux le faire. Je ferai tout pour le faire. Parce que ça m'intéressait et que son cinéma m'intéressait. Donc du coup, c'est encore une fois, c'est une rencontre. C'est des gens avec qui j'ai simplement parlé comme on le fait, à qui j'ai exprimé ma motivation, qui ont regardé ce que j'avais fait avant. J'avais jamais fait de film de cette taille-là à l'époque. C'est un film catastrophe, c'est un film avec une tête d'affiche, avec Guillaume Canet, c'est un gros budget. Donc, c'est arrivé comme ça. Et après, voilà, en fait, sincèrement, c'est des rencontres. Et tu as travaillé également sur d'autres films, dont un où tu es cité en tant que directeur de pré-production. C'est quoi la différence entre ces deux rôles ? Genre, j'ai vu, en attendant Bojangles, c'était... En fait, alors, je travaillais chez Curiosa Film. Il y a une productrice exécutive qui supervise l'ensemble des films qui sont produits par cette société de production. Et elle m'avait proposé un film qui n'était pas daté, enfin il n'était pas greenlighté. C'est-à-dire que j'avais fait un budget, il y avait un plan de travail, il y avait des gens qui étaient contactés pour l'équipe technique. Et donc le film attendait qu'une chose, c'est un feu vert, les financements pour pouvoir démarrer et partir. Et comme j'étais dans l'attente, et que ça se passait bien avec cette productrice exécutive, elle m'a dit voilà, on a un autre projet qui est en développement, il y a quelqu'un qui fera la direction de production, mais si tu veux t'en occuper et le mettre en place, faire le budget, le mettre en route, faire tout le développement, tu prends le bureau d'à côté et tu t'en occupes. Et donc c'était pareil, c'était extrêmement intéressant, c'était un film avec un budget important, c'était l'adaptation d'un roman, il y avait un enfant, il y avait des animaux, et donc il fallait imaginer comment le fabriquer. Et dans une économie, même si le film était correctement financé, il n'y a jamais assez. Donc il fallait réfléchir parce que le film est vraiment très ambitieux, l'adaptation de ce bouquin, avec cette femme qui sombre dans la folie et son mari qui l'accompagne et qui essaye de faire ça de la manière la plus joyeuse parce qu'ils ont un enfant et que ce soit une fête plutôt qu'un drame. Donc c'était comment imaginer ça, et en discutant avec le réalisateur et en réfléchissant. Donc voilà, donc je me suis retrouvé à cet endroit-là, et moi il y a un moment je suis parti sur le film que je devais faire et ça s'est arrêté, et donc j'étais en pré-production. Mais comme c'était un film important, moi ça m'a semblé important de l'indiquer dans mon IMDb, enfin dans mon CV. Ouais, parce que du coup ça veut dire que ce métier existe pour tous les films, il y a toujours un directeur de production et de pré-production, ou est-ce que c'est pour les très gros films où c'est scindé en plusieurs postes ? En fait, bien souvent c'est la même personne, mais en fait mais bien souvent c'est la même personne, c'est-à-dire que le producteur t'appelle, il dit voilà, est-ce que tu veux faire ce film-là ? Le casting, le budget, le plan de travail, on se met dedans, on commence à réfléchir, on lance des repérages pour voir où est-ce qu'on va tourner. On lance un casting, on parle avec le chef décorateur, on imagine les choses, on commence à se projeter sur comment faire le film et comment le fabriquer. Et puis parfois le producteur va vous dire ok, c'est super, il y a tout, mais en fait on devait démarrer maintenant, mais en fait on démarrera dans 3 mois. Et là à ce moment-là on vous propose un autre film en vous disant on a besoin de vous tout de suite pour faire un film, ça démarre maintenant, est-ce que vous êtes prêts ? Et donc ça arrive que parfois on commence à faire la production et qu'on dise là en fait moi il faut que je travaille. Donc, mais par contre j'ai un collègue qui est très bien et qui va prendre le relais, et j'ai fait cette préparation et il fera le film, et moi je pars sur autre chose. Ou alors moi ça m'est arrivé qu'il y ait eu des directeurs de production qui aient fait ce travail préliminaire avant et puis après qui étaient partis sur autre chose, ça s'était décalé et le producteur ou qu'on m'appelle et qui me disent tiens, est-ce que tu veux récupérer ce film, et voilà. Donc ça peut être la même personne ou ça peut être quelqu'un de différent. Quand le producteur ou la productrice t'appelle pour réaliser un film, pour faire justement toute cette partie pré-production,
tu vas jusqu'où avant de te dire en effet là faut qu'on attende le vrai feu vert, ça veut dire que et t'as des repéreurs qui vont sur place, tu regardes le prix de plein de choses, mais jusqu'où vous engendrez des frais sur un film qui va peut-être pas se faire du coup, ou est-ce que ça veut dire que toi quand tu le reçois il va forcément se faire? Non, pas forcément. Ça dépend des producteurs, ça dépend de la surface des producteurs aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des producteurs qui ont un volume de production suffisamment important pour se permettre de financer suffisamment de développement. Et puis aussi, ça dépend comment ils ont la sensation que le film va se faire. À quel point... Parce qu'il y a des signaux. Moi là, par exemple, on m'a proposé un film qui doit se tourner au mois de juin. On est en décembre. Je suis en plein en train de faire l'étude du film. Je parle avec le réalisateur, je rencontre les différents chefs de poste. J'envisage de lancer des repérages en janvier. On réfléchit au casting. Parallèlement, la production commence à avoir des réponses de financement de certaines régions, attend des réponses de chaînes de télé, attend des réponses du ministère de la Culture, d'un distributeur, de différents partenaires. Donc, on fait un rétro-planning et on se dit, voilà, on est là, on doit tourner à telle date, on aimerait organiser des répétitions avant, des repérages avant, il y a le temps incompressible de la préparation du film, qui est à minima de la durée du film. Si ton film fait 40 jours, ta prépa va faire à minima 40 jours, et il y a encore de la prépa avant. Donc tu définis ce planning, et puis c'est un espèce de contrat de confiance. Après, je suis payé. Je suis pas payé tout le temps. Enfin, si tu es sur un film si tu es sur un gros film qui est bien financé, tu vas être payé au fur et à mesure et pour le travail que tu fournis. Pendant ce temps-là, le temps passe. Pendant ce temps-là, le producteur cherche à monter le financement. Mais il se peut aussi que pendant ce temps-là, à un moment, on t'appelle et on te dise « Ah, il y a ce film, il est greenlighté, il est financé, ça se fait dans 2 mois. Est-ce que tu es dispo ?» Et là, tu as ton producteur qui te dit « Alors, je ne sais pas. » Bien souvent, moi, je reprends des projets. Il y a eu un premier assistant il y a très très longtemps qui a fait un premier plan de travail, et puis un directeur de prod qui a fait une étude, et puis 1 an après, il y a eu un autre assistant parce qu'il y a eu des versions, le scénario a changé. Donc on a refait un plan de travail. Et il y a un directeur de production qui devait faire le film, qui a commencé à lancer des repérages, et puis le truc s'est arrêté, parce que le casting a changé, le comédien n'était plus dispo. Et elle est là 6 mois après, finalement ça repart, parce que machin a dit oui. Et donc du coup, la chaîne est intéressée, ou tel distributeur, ou alors c'est devenu un film pour une plateforme. Et il peut y avoir 3 personnes différentes. Et du coup, ça veut dire que quand toi tu commences, etc., et que vous attendez des financements et vous savez pas exactement combien ça va coûter. Genre même si toi tu chiffres 10 millions, ou je sais pas. Tu sais combien ça coûte, c'est-à-dire que tu le chiffres et tu l'évalues. Après, il y a une discussion de dire, voilà, ça c'est le chiffrage pour le faire optimal. De manière optimale. Maintenant, je pense qu'on n'aura pas ce qu'on veut, donc comment on resserre ? Donc on fait un travail de resserrer, comme je te le racontais tout à l'heure, sans que ce soit n'importe quoi. On raconte toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'on va simplifier ? Comment on va trouver des solutions, des idées ensemble, pour finalement un dialogue qui se passait dans un décor cher, hop, on le déplace dans un autre décor. Et on resserre. Et des petites solutions comme ça. Et quand on a fait ce travail-là, qui est assez passionnant de voir comment optimiser les choses pour y arriver, on arrive à un espèce de chiffre qui reflète la réalité de la fabrication du film. Et après, ça c'est notre connaissance de directeur de production, où il y a un moment on sait que ce sera ça, qu'on va arriver à cet endroit-là. Après, il peut y se passer 1000 choses, hein. Oui, parce que là, comme tu disais, si tu attends la réponse de distributeurs, de différents financements, et si tu en as 1 ou 2 qui te disent non, alors que toi tu t'étais dit que sûrement ce serait le cas, du coup, potentiellement tu as déjà optimisé, il faut peut-être réoptimiser derrière. Après, tu peux avoir l'étape d'après, qui est qu'on avait défini quelque chose, on avait resserré, on s'était tous dit « Ok, c'est ça », en visant un financement qui était déjà inférieur, et en fait, finalement, il y a moitié moins. Mais alors là, c'est plus le même film.
Et donc moi, ça m'est déjà arrivé de dire, en fait, là, je suis désolé, je vais pas savoir faire. Il faut que repartir en écriture, pour réécrire un film. Et donc, quitte à ce qu'on se dise ensemble, ok, très bien, mais alors, pour que ça rentre dans le budget alloué, c'est quoi le cadre ? Donc, tu vas dire, il y a 3 décors, il y a 4 comédiens, et il y a 20 techniciens, et il n'y a pas de figuration. Et point barre. Donc, il faut que ça soit cohérent, et il faut que ça fonctionne avec le film que tu racontes. Donc, parfois, on arrive à des trucs qui sont plus du tout l'ambition de départ. Et toi, tu travailles en amont donc, du tournage, comme tu as dit, et pendant le tournage. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais du coup sur le tournage ? Est-ce que tu peux nous dire aussi comment se passe une journée type pour toi, pré-tournage et sur le tournage ? Alors, en pré-tournage, tu es en préparation avant le tournage, et donc tu as une espèce de montée en puissance jusqu'à la veille du tournage. Et la journée type, ça va être de vérifier que chaque département avance. On a un planning et on organise des rendez-vous pour toutes les choses auxquelles on a besoin d'obtenir des réponses. Boucler le casting si c'est pas fait. Qu'est-ce que vont porter les comédiens ? C'est quoi leur costume ? Est-ce que c'est bien vérifié avec... est-ce que le réalisateur a bien donné toutes ses indications à la créatrice de costumes pour qu'on puisse fabriquer ou acheter les costumes ? Est-ce qu'on a toutes les réponses des décors ? Est-ce qu'on a bien vu tous les décors ? Est-ce qu'on sait comment on intervient dans chacun des décors ? Et il y a des rendez-vous tous les jours. Pour définir ça, est-ce qu'on sait comment on va éclairer dans chaque décor ? Est-ce qu'on sait s'il y aura un mouvement, s'il y aura de la machinerie ? Quel est le découpage ? Quelles sont les contraintes ? Donc, c'est travailler avec chaque département pour cocher un maximum de cases tous les jours, en se disant il faut qu'on ait des réponses tous les jours, il faut que ça abatte. Parallèlement, il faut négocier les cachets de tous les comédiens avec tous les agents. Ça, c'est toi directement qui t'en occupes ? Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est beaucoup de temps. Il faut que ça aille vite. Donc, s'entendre avec les agents, définir les conditions. Ensuite, il y a toute la partie contractuelle. Donc, tous les contrats de tous les comédiens avec les services juridiques des différents agents. Ça, du coup, c'est plus les... Est-ce qu'il y a aussi assistant de production, administrateur de Oui, production, l'assistant de production, il va préparer le contrat, on a des matrices, il va les remplir, après on va l'envoyer au juridique, le juridique va nous faire des retours, donc après on va voir, en fonction du retour qu'on a, la négociation, et donc on va mettre en place un tableau de négociation des rôles, de tous les contrats, où est-ce qu'on en est, quelles sont les obligations. Et après, c'est regarder le plan de travail et se repasser le plan de travail pour être sûr qu'on sait comment on fabrique chaque journée, qu'on sait où est-ce qu'on tourne, qu'on a bien les autorisations, qu'on sait où seront les loges, où seront les bureaux, où est-ce qu'on mettra la figuration, qu'on a bien toutes les autorisations, qu'on a bien le personnel requis, journée par journée. C'est là où ça se rapproche du travail de régisseur général, en effet. Le régisseur général, il va s'occuper de toute la logistique, de comment on rentre, comment on sort, comment ça fonctionne, comment on mange, est-ce qu'il y a des toilettes, il y a tout ça. Et c'est de vérifier que toutes ces journées rentrent bien. Et donc, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Idéalement, on part en tournage en ayant toutes les réponses. C'est-à-dire qu'au premier jour de tournage, on sait où est-ce qu'on va tourner dans tous les décors, avec qui, comment, avec quoi, comment on y va, de quelle heure à quelle heure, et tout ça est balisé. Mais parfois, tout n'est pas complètement loqué. Et parfois même, il y a des séquences où on ne sait pas très bien comment on va la tourner, et c'est pas très clair de comment on va le faire. Donc, c'est toujours d'être dans ce truc de prospective, d'avoir une vision où tu te dis, ok, la première semaine, on la rentre, c'est très clair. La deuxième, c'est assez clair. La troisième, non. Et il y en a 8. Très bien. Donc, et c'est une espèce de course contre la montre, comment avancer tous les dossiers. Donc ça, c'est la prépa. Tu rentres en tournage, et c'est de vérifier que tout se met bien en place, que tous les départements arrivent bien à l'heure, et qu'on fait bien les choses dans l'ordre.
et qu'on n'est pas en train de chercher. Ou alors si on est en train de chercher, on a déjà réfléchi à ce qu'on cherchait et on a plusieurs options. Et donc que les comédiens arrivent bien à l'heure, au maquillage, au habillage, maquillage, coiffure, ou HMC, que les choses se passent dans les temps, que sur le plateau, tout se mette en place, la lumière, la machinerie, la déco, les accessoires, que tout ça se mette bien en place, que le réalisateur, est-ce qu'il commence par un plan large ou un plan serré, alors que c'est une journée où on a 80 figurants et qu'on a 2 comédiens principaux, mais alors pourquoi on commence par un plan serré, alors qu'on a 80 personnes qu'on paye à partir de 8h du matin. Voilà, de vérifier que les choses se font dans un ordre qui a du sens et qui ne va pas nous faire dépasser. Donc c'est mettre en route la machine, premier jour de tournage, chacun à son poste, que ça démarre à l'heure, parce que ça démarre un petit peu en retard, genre une demi-heure après le PAT, ou est-ce qu'on cherche, et en fait le premier plan est 1h30 après le prêt à tourner. Donc voilà, et à midi, de voir avec chacun et tous les départements, est-ce que ça roule. Très vite, tu as des tendances, tu vois assez vite, dès le premier jour, vers quoi ça va, si ça confirme ce que tu sentais en prépa, ou est-ce que les choses se tiennent, et de préparer la feuille de service pour la journée de demain, donc de vérifier les convocations de tout le monde, et qu'on puisse faire cette feuille et que la journée se termine à l'heure et que tout le monde reparte et que ça se remballe pour pouvoir partir sur le décor de demain. Voilà, c'est cette petite musique et ce cirque qui va se balader et qu'il faut emmener et que tu accompagnes et que tu surveilles. Tu vas tout le temps sur les tournages ? Ouais. Et ça, c'est pareil pour tous les directeurs de production ? Oui. Après, il y a le producteur exécutif, il n'est pas là tous les jours. Enfin, il peut être là tous les jours, mais le directeur de prod est là pour superviser le tournage. Donc, le producteur exécutif, lui, il va passer de temps en temps. Il peut suivre plus ou moins selon la taille du projet et selon la masse de travail qu'il y a à faire. Et ta mission, elle s'arrête dès la fin du tournage ou après Ma mission, elle s'arrête une fois le tournage terminé. Je rends les comptes. Donc je fais le budget, on fait des petits calculs, on voit où est-ce qu'on est arrivé. Est-ce qu'on est dans les clous ? Est-ce qu'on a fait quelques économies ? Est-ce qu'on a fait un gros dépassement ? Dans tous les cas, il faut pouvoir l'expliquer. Qu'on ait fait une économie ou un dépassement. Il y a des raisons, et donc c'est aussi le travail du directeur de production d'accompagner le tournage et d'être capable d'expliquer au producteur ce qui s'est passé. Jour après jour, parce que c'est une communication quotidienne, mais aussi la direction que ça prend. Et donc d'expliquer pourquoi il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer, et si ça va faire des économies ou si ça va faire du dépassement. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on peut agir, en fait, dans les deux sens, et influer. On peut décider de dépasser un budget parce que ça a du sens, parce qu'il faut retourner des scènes, parce qu'en fait on se dit qu'il va falloir plus de figuration, parce que voilà, par rapport à ce qu'on avait prévu, finalement on va le faire différemment. Et tout le monde peut être d'accord avec ça. De la même manière qu'on peut décider d'enlever des choses ou de simplifier des choses. En général, c'est des choses qu'on détermine avant. Mais après, ça peut arriver qu'à un moment pendant le tournage, on fasse des arbitrages. Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, c'est quoi les autres métiers qui existent dans le monde de la production ? Directeur de production, on a dit, assistant de production, j'ai vu superviseur de production. T'as le directeur de prod, secrétaire de production, administrateur. Voilà, là t'as le trio de base qui peut s'élargir en fonction de la taille. Tu peux avoir un producteur exécutif au-dessus. Après, si tu es sur une prod un peu plus grosse, tu peux avoir un coordinateur de production parce que on fait un gros projet, qu'on bouge dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de contrats, beaucoup de techniciens, et que donc il faut quelqu'un qui va être à la supervision et quelqu'un qui va être à la feuille de service au quotidien et faire le suivi, mais il faut quelqu'un au-dessus parce qu'il y a une masse de travail
qui fait qu'il faut au minimum 2 personnes. L'administrateur ou l'administratrice va s'entourer d'adjoints. Si on a un gros budget en déco, on va avoir un adjoint à la déco. Si on a un gros budget au costume, on va avoir quelqu'un au costume. Et puis si c'est une grosse prod, on va avoir quelqu'un qui gère les notes de frais et peut-être quelqu'un qui gérera les salaires. Donc tu peux passer de 3 à 8, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais que c'était toi qui négociais pour le cachet des comédiens. Ouais. Du coup, pour les chefs de poste, c'est pas toi qui vas les chercher, c'est le réal, je suppose, qui va choisir ses chefs Ensemble. de poste. Ah ok, ensemble. Et après, pour pareil, les négociations salariales, c'est avec toi par contre. Lui, il va peut-être vouloir juste une telle personne parce qu'il travaille souvent avec. Mais après, toi, tu gères plus la question salariale. Oui, mais oui, c'est-à-dire on va se faire une liste des techniciens avec qui on a envie de travailler et qui correspondent au projet. Il va y avoir des entretiens, on va se confirmer les personnes choisies, qu'on engage, et après, oui, il y a des négociations. Du coup, c'est un vrai duo réalisateur-trice avec le directeur de production. Oui. Bah, moi, je le considère comme ça. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? Moi, ce que j'adore, c'est la relation avec le réalisateur au début, quand on imagine le film qu'on va faire. Après, il y a plein de gens qui arrivent, et c'est super. Mais il y a vraiment, au début, il y a un producteur, un réalisateur, peut-être un chef opérateur, un chef déco. On est 4-5, et on se dit on va faire un film. Et que ce soit un petit film ou un gros film, il y a un truc de réunion de comment on va raconter cette histoire. Moi, je trouve ça génial. On nous confie plein d'argent pour fabriquer un truc qui est écrit. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours aussi super de faire ce truc-là. Et ce truc d'émulation au tout début, où le réalisateur a les yeux brillants et te dit, voilà, on va faire comme ça. Et tu te dis, waouh, ok, oh la vache, comment on va faire ? Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Alors, un poste pas assez mis en avant, maquilleur. Je pense qu'ils apportent énormément. Et ils sont, par exemple, aux États-Unis reconnus. Et pas assez ici. Les maquilleurs, coiffeurs, qui participent vraiment, enfin, si leur travail est à l'image. À la création du personnage. Ouais, clairement. Merci beaucoup, Sacha. Bah de rien. Avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.